Et bienvenue sur French Morning pour un webinaire consacré au marché immobilier californien, sujet captivant pour quiconque s'intéresse à l'acquisition de biens dans l'une des régions les plus dynamiques des États-Unis. Je suis Francky Perez, je dirige le bureau commercial de French Morning Media Group de la côte ouest des États-Unis. C'est un véritable plaisir de vous guider ce matin en Californie et en cette fin de journée en France dans cet univers fascinant. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Marc de Longeville, agent immobilier francophone de renom, basé à Los Angeles. Marc est un expert incontesté dans le domaine et va partager avec nous ses conseils avisés sur les meilleures méthodes pour acquérir un bien immobilier dans la région de Los Angeles. Sa connaissance approfondie du marché local sera un atout précieux pour tous ceux qui envisagent d'investir dans cette zone. Nous sommes également ravis d'avoir parmi nous Betty Benzaken, spécialiste des prêts hypothécaires chez HSBC. Avec son expertise, elle nous fournira des informations essentielles sur les options de financement, notamment les prêts hypothécaires conventionnels et jumbo adaptés aux emprunteurs internationaux et nationaux, de la négociation du contrat d'achat au moment crucial du closing, en passant par les différentes options de prêt. Ce webinaire vous donnera toutes les clés pour réussir votre investissement immobilier à Los Angeles, la fameuse Cité des Anges. Vous pouvez, je vous le rappelle, à tout moment, poser vos questions sur le chat. Je me ferai un plaisir de les poser à nos experts dans le dernier quart d'heure. Allez, c'est parti. Honneur aux dames, en bon gentleman. Marc, je te propose de commencer. Oh. Ah, Francky, je t'adore. Et Eh bien, regarde, bonjour tout le j'ai mis une monde. chemise fuchsia pour vous ce matin. Tu es d'une élégance. Bonjour Merci. Francky, bonjour Betty, bonjour tout le monde qui nous rejoint ce matin. Alors, je vais partager mon écran. Attendez. Tac, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Une petite Magnifique. seconde. On a eu droit pendant quelques secondes à cette magnifique vue en background de Marc. Et nous voici au cœur de cette présentation, à la ville des Oui. Anges, Los D'ailleurs, Angeles. la vue que vous voyez là, derrière moi, ça s'appelle The Queen's Necklace View. C'est donc la baie de Santa Monica, enfin la baie de Los Angeles. Là, nous sommes sur la péninsule derrière moi de Palos Verdes. Et ensuite, toutes les communautés derrière, ça va être Redondo Beach, Hermosa Beach, Manhattan Beach, El Segundo, l'aéroport, Marina del Rey, Playa del Rey, Venice, Santa Monica, Pacific Palisades, Malibu. Voilà, maintenant, vous connaissez toutes les communautés qui longent la côte. Alors, Magnifique. photo fabuleuse. J'utilise cette photo parce que ça permet de voir aux gens qui, en fin de compte, c'est pas Dallas ici. On n'est pas au Texas, c'est pas plat. Nous avons des montagnes et de la neige. Et moi, j'adore cette photo qui d'ailleurs a changé parce que ça a tellement construit dans le temps. Je suis sûr que le skyline n'est plus le même maintenant. Ouais. Donc voilà, Francky me dit toujours, parle un peu de toi, de d'où tu viens, tout ça. Donc je suis arrivé ici en 84. Je suis venu pour 2 semaines et en plein hiver. Et ben, voilà ce qui s'est passé. Je suis tombé amoureux de la vie. Je suis jamais retourné en France. Et à Avec l'époque, barbe et cheveux, hein. Barbe et comment? cheveux. Barbe et cheveux. Il y avait barbe et cheveux, eh oui, et depuis les choses, que veux-tu, c'est la vie. Ah, voilà, j'avais mon époque de Hollywood. Je mets une petite photo à côté sympa parce que ça, c'est Big Bear, c'est une station de ski qui est littéralement à 1 heure et demie, 2 heures de voiture de Los Angeles. Donc super pratique. Un des grands atouts de cette ville, c'est qu'on est vraiment géographiquement super bien placé. Euh, des photos de moi dans le désert, ça, c'est encore 2 heures de voiture. Alors là, vous changez de climat complètement, sans prendre l'avion. On passe de l'automne à l'été, grosso modo. S'il fait, je sais pas, 20 degrés, vous arrivez là-bas, il fait 25-30 degrés, c'est magnifique. Et là, je suis dans le désert à Borrego Spring, Enzo Moreno. C'est à côté du fameux Salton Sea, cette mer de sel de fou. Anyway, C'est des cactus qu'on voit en bas? oui, oui, ça, c'est les cactus que tu vois derrière moi en bas à gauche. Incroyable. C'est le Annenberg Center. C'est un philanthropiste qui a fait une fortune avec TV Guide et sa propriété qui recevait enfin, les éminences du monde. C'est devenu une sorte de musée et donc maintenant qu'on peut visiter. Extraordinaire. TV Voilà, Guide, qui est l'équivalent de Télé 7 jours pour nos amis qui nous suivent c'est ça. actuellement de France. C'est ça.
Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est qu'un agent immobilier ici? Quels sont les services que nous donnons? Donc un agent immobilier a ses mains dans plein de paniers. Personnellement, je fais que du résidentiel. Donc si vous êtes à l'écoute pour faire du commercial, nous avons un autre segment de notre industrie qui s'occupe de ça. Mais dans le résidentiel, je fais donc achat, vente, location. Quel genre de propriété? Donc ce qu'on appelle des single family residences. Euh, et Attends, je suis perdu. On fait aussi, bien sûr, des propriétaires venus. Ce sont donc des petits immeubles d'appartements. Et on fait aussi, on s'occupe de faire des flips. C'est des gens qui achètent des propriétés, qui leur tapent pour les revendre tout de suite. Et donc, on s'occupe de trouver ce genre de propriété. On fait bien sûr la gérance de propriété. Un point très important pour vous qui sont de France, c'est que l'agent immobilier aux États-Unis est une personne très importante et vraiment indispensable dans les transactions. Parce que nous avons encore une fois beaucoup de chapeaux et le système fait est tellement régularisé que c'est vraiment indispensable d'avoir un agent pour acheter ou vendre. Quels sont nos partenaires? On en a un aujourd'hui avec nous, Betty, donc c'est la personne la plus importante dans la transaction, ce que c'est donc le prêteur. C'est là où tout commence. Vous arrivez ici, vous dites, tiens, je vais acheter quelque chose, vous avez peut-être pas mal d'argent dans la poche, mais moins de revenus, parce que vous arrivez ici, vous n'avez donc pas encore de revenus à travers votre boulot ou vos investissements. Et c'est elle qui va décider par rapport à ce que vous avez donc en main, le potentiel d'achat. Et à partir de là, on sait où on peut aller. Donc, très important de toujours parler en premier à votre prêteur, que ce soit Betty ou un autre, pour qu'il vous donne un petit peu les guidelines de ce que vous pouvez faire. Ensuite, les gens qui sont impliqués dans une transaction, le notaire, que nous appelons ici un escroc, c'est une société bilatérale qui s'occupe de représenter le parti des deux, de l'acheteur et du vendeur. Encore une fois, une entité très importante dans une transaction. Une fois que vous êtes en contrat, on fait appel à des inspecteurs techniques, ceux qui vont faire l'inspection de la maison, qui vont vous donner ce qu'on appelle les red flags, si on doit faire des inspections suivantes, que ce soit d'égouts, de cheminées, enfin plus sophistiquées, pour justement qu'on sache qu'on achète un produit qui est sain. Alors, un petit détail, je ne veux pas entrer dans les détails comment un achat se fait, parce que j'ai un petit guide d'acheteur, il y aura un link plus tard, vous allez pouvoir le downloader, mais quand vous rentrez en contrat, c'est-à-dire que vous avez déjà négocié l'achat, vous avez fait les va-et-vient, voilà, c'est vous qui êtes le gagnant. Il y a une deuxième négociation qui prend place. C'est justement là où vous faites rentrer les inspecteurs techniques et souvent, on peut renégocier le prix à la baisse en demandant des crédits parce qu'on découvre qu'il y a des choses que d'ailleurs personne n'était au courant. Et donc, c'est là où c'est important d'avoir un agent. Parce que si beaucoup de gens se disent quand ils viennent ici, tiens, je vais dealer seulement avec l'agent du vendeur, mais il n'y a personne qui vous représente. Vous voyez ce que je veux dire? Le vendeur ne peut que représenter le vendeur. Donc, c'est important toujours d'avoir un représentant des deux côtés qui, eux, vont s'occuper de la transaction et vous présenter au mieux. Et on peut Décorateur. préciser, Marc, que ça n'a aucune incidence sur les commissions, le fait qu'il y ait deux agents. Écoute, alors, très bonne question. Les commissions ici sont payées par le vendeur. Donc, c'est une négociation négociée avec le représentant du vendeur qui ensuite est partagée avec le représentant de l'acheteur. Donc, l'acheteur qui vient ici ne paye pas son représentant jusqu'à temps que cette transaction est terminée et encore une fois payée par le vendeur. OK. Donc, on est tout assuré à assurer les transactions. Alors, des tas d'autres corps de métier qui rentrent dans nos fonctions, décorateurs. Ici, il y a une science dans l'art de vendre. On sait qu'un produit qui est bien décoré, qui est bien réparé, se vend beaucoup mieux qu'un produit qu'on appelle Aziz, c'est-à-dire tel quel, avec des murs à repeindre, tout ça. Il faut toujours bien présenter. On a évidemment pour tout ça des tas de corps de métier de toutes sortes qui nous aident. Un autre aussi personnage important dans les transactions pour les Français, c'est l'avocat d'immigration. OK, donc c'est encore entre le prêteur, l'avocat d'immigration, deux personnes importantes à connecter si vos désirs sont venir de vous installer ici. J'ai sous le coude des avocats internationaux, experts comptables qui sont très familiers aussi, justement pour aider les gens qui veulent s'installer ici sous de bonnes conditions. Voilà, donc vous voyez un grand network de gens qui sont impliqués dans vos transactions. Alors, comment ça se passe ici? Les ventes, contrairement à la France, sont ouvertes à tous, c'est-à-dire que nous ne gardons pas les informations pour nous, nous les partageons. Il y a un système qui s'appelle le MLS, donc Multiple Listing System,
où nous, agents, nous rentrons les informations dedans. Et ces informations, tout le monde peut les voir. Alors, il y a des sites qu'on appelle syndicalisés. Un qui est très connu qui s'appelle Zillow, parce que c'était les premiers à comprendre que de faire une plateforme agréable à naviguer, tout ça. Alors, eux, ils prennent les informations chez nous et ils vous aident, vous, monsieur acheteur, à regarder les produits sans, et tout est visible. On a l'adresse, on rentre dans les, vous cliquez sur le truc, vous savez tout sur la maison, ainsi que les agents qui le représentent. D'accord? Donc, on a découvert ici en Amérique que plus on partage, plus tout le monde en profite. Alors qu'en France, si j'ai bien compris, c'est un peu un business de quartier, de boutique. Il faut rentrer dans l'agence pour savoir exactement ce qui se passe. N'est-ce pas, Francky? Absolument, je Oui, je confirme. faisais attention si tu faisais attention. Là, je te voyais, tu étais distrait. Donc, voilà. Alors, hop, ensuite. Ah, je vais toucher un petit peu, c'est un sujet qui m'est un peu à cœur parce qu'en ce moment, voilà, comment est le marché aux États-Unis? Le marché, il a deux côtés. Un côté qui a ralenti parce que les taux d'intérêt ont énormément monté depuis un peu plus d'un an. On avait des taux d'intérêt qui étaient vraiment pour nous jamais vus de notre vie. Quand je suis arrivé aux États-Unis, ils étaient à 16%, 16 ou 17%. Et ces dernières années, pendant Covid, on était tombé dans les 2, 2,5, 3%. Donc tout le monde a refinancé. Et là, récemment, on est monté jusqu'à 8%. Je crois que maintenant, Betty, tu peux me dire, mais enfin, on est dans les 6,5%, grosso modo, 7%. OK? Ça C'est mieux que redescend, tu le Dieu dis, merci. c'est mieux que tu le dises toi, Marc, Oui, parce que oui, de par sa profession, elle n'est pas en mesure de nous donner les chiffres publiquement. Par contre, si j'ai bien compris, j'aimerais que tu reviennes sur ce point et que tu approfondisses. Euh, on a souvent tendance à entendre que des potentiels acheteurs attendent, attendent finalement que les changements en termes de taux d'intérêt, mais on se rend compte finalement que l'appréciation va plus vite que les taux d'intérêt, si j'ai bien compris. oui, tout à fait, tout à fait. Ben, évidemment, c'est toujours ce syndrome de peur. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, bon, là, j'ai fait un petit tableau qui monte depuis, ça remonte quoi, 2015, et c'est toujours les mauvaises nouvelles, parce que les mauvaises nouvelles se vendent mieux que les bonnes nouvelles dans la presse, n'est-ce pas, Francky? C'est normal, ça s'appelle le biais de négativité en psychologie. On aime Voilà. exposer les gens à des mauvaises nouvelles et c'est ce qui fonctionne. C'est un vieux réflexe qui date de plusieurs milliers d'années où on s'inquiétait pour sa survie. Donc ça va Quelques prendre milliers du temps. d'années. Et c'est une raison très simple, et je termine sur ça, que quand vous regardez les informations, on vous annonce les 20 premières minutes des mauvaises nouvelles et en général les dernières minutes, la météo, quelque chose de plus léger. Ça vend mieux les mauvaises nouvelles et c'est partout le cas, malheureusement. Et voilà, donc pour donner un peu d'exemple à ce que tu dis, depuis que je suis arrivé ici, l'immobilier, c'est les gens toujours, ah, c'est la catastrophe, tout va s'écrouler, etc. Enfin, vous voyez, les trucs, ça vient de la presse. Et pour contredire ce que la presse nous annonce, l'appréciation inévitable qui se passe. Je veux dire qu'on est dans un marché très porteur. Et comme vous voyez, enfin bon, on arrive en 21, ça c'est à l'époque de Covid, c'était la folie, là, hein. Les prix, c'était complètement indécent. Ça a redescendu, et je vais en parler un peu plus tard où nous en sommes aujourd'hui. Mais tout ça, ça a un coût. Alors les gens qui disent, ah, je vais attendre, je vais attendre, je vais attendre que les taux d'intérêt, je peux emprunter de l'argent moi. Moi, je dis toujours, vous achetez ce que vous pouvez vous permettre. C'est pas les taux d'intérêt qui décident de la valeur de la maison, c'est ce que vous pouvez vous permettre d'acheter, n'est-ce pas? Et surtout d'utiliser. Moi, je dis toujours, quand vous achetez une maison, c'est pour vous. Alors, c'est très bien de faire un bon deal, mais à la fin de la journée, c'est pour en profiter. Alors, les coûts, alors là, j'avais fait des chiffres basés sur des taux d'intérêt à 6,75. Et qu'est-ce qui se passe quand on attend, si on n'achète pas maintenant? Et voilà, j'en étais arrivé avec tout confondu, c'est-à-dire tous les coûts impliqués dans l'achat d'une maison versus tous les coûts impliqués dans des taux d'intérêt plus élevés. Ben, si vous attendez aujourd'hui 6 mois, vous aurez déjà perdu 28 000 dollars sur une maison d'1 million. J'ai utilisé le prix d'1 million et 71 000. Oh, pardon, non, 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 le brut. Ça, c'est le brut. Le net, 23 000 si vous attendez 6 mois et 66 000 si vous attendez un an. Bon, de quoi vous faire réfléchir. Absolument. Voilà, je continue. Alors, ça, c'est une petite carte topographique sympa parce que ça permet quand même de voir un peu comment est Los Angeles. Comme vous Relief. voyez, on est entouré de pas mal de montagnes, de collines et tout. Et Los Angeles, c'est vraiment une énorme mégalopolis. Moi, je dis toujours, c'est une succession de villages, hein, avec beaucoup de choses in between. Donc, là, je parle de 3 quartiers que les Français aiment bien en général. Hollywood, où j'ai débarqué à l'époque quand j'habitais sous le Cygne et mes copains m'appelaient, je dis, ah ouais, je suis sous le Cygne, qui est sous le Cygne? C'était comme si je disais que j'habitais à Versailles, quoi. C'était la même chose. Mais
Nous avons des quartiers donc, que les gens aiment bien, Santa Monica, le West Side, bien sûr, et Manhattan Beach. Santa Monica, Manhattan Beach et aussi Beverly Hills, ce sont des communautés qui ont leur propre police, qui ont leur propre école. Donc, c'est vachement important dans le démographique. OK? Donc, je mets ça bien en ligne parce qu'autrement, tout le reste de la ville, c'est contrôlé par LA Unified. Bien sûr, nous avons les écoles privées et tout, mais LA Unified qui a un énorme système scolaire qui gère des milliards de dollars. Mais donc, ces petites communautés ont beaucoup plus de liberté et on dit toujours que quand on est dans un bon school district, il y a de la valorisation pour la maison. Ah, mais l'exemple, c'est vraiment littéralement de traverser la rue. Donc, d'un côté de la rue, vous avez accès à l'école publique de Santa Monica, disons, et de l'autre côté, vous n'avez pas, bien 5-6% de différence. Et dans la location, pareil. Alors évidemment, je porte toujours le style de vie, le bien-vivre californien. Bon, j'en ai parlé un petit peu. Vous êtes à côté de la mer, à côté de la montagne, à côté du désert, Le à 15 climat, minutes. Donc, comment? le Le climat climat qui est californien. extraordinaire. Bon, c'est pour ça que je suis jamais revenu en France. L'accessibilité, je prends ma voiture d'où je suis en 10 minutes, je suis dans les collines, je fais des hikes incroyables, je ne sais même plus que je suis en ville. Démographique, donc très mixte, et puis aussi, tout, ça a énormément changé. Quand je suis arrivé ici, on ne pouvait pas avoir un bon expresso. Maintenant, la restauration à Los Angeles, c'est une destination, c'est extraordinaire. On est très gâtés, on a les meilleurs chefs du monde, on a des étoilés, Michelin, j'entends. Donc, une ville vraiment très sympathique à y vivre. Il faut Alors, j'avais préciser, parlé de... Marc, il faut préciser que Marc est arrivé à Los Angeles au XXe siècle. Comment on annule ce webinaire encore une fois? On ne peut pas, on ne peut pas. Ah, tu me fais rire. Mais non, je suis toujours très jeune d'esprit. L'appréciation, on en a parlé, super important. Là, j'ai regardé les chiffres hier, donc ça, c'est vraiment dans mon database d'hier, de janvier à aujourd'hui. Dans le résidentiel, toute property type, c'est-à-dire que ce soit la petite maison, l'appartement, le townhouse, on est à 5,6 d'appréciation. Et j'ai single out, par contre, un critère des maisons, enfin encore du résidentiel, d'appartements, de maisons standard et tout ça, entre 500 000 et 1 million, on est à 11,1. Moi, je serais curieux de savoir quelle est l'appréciation en France aujourd'hui. J'ai parlé déjà du système scolaire indépendant, petite communauté pour abréviation internationale. Allez hop, évidemment, bon, aussi un cadre fiscal avantageux, l'Amérique, c'est le paradis fiscal. Hein. Si vous, si vous faites de l'argent, c'est l'endroit où vivre. Alors, je vais vous parler un peu du communauté où j'ai eu l'occasion d'y habiter. Récemment, j'ai déménagé, j'ai changé, j'ai travaillé pour une société qui s'appelait Vista Sotheby, qui sont les affiliés de Sotheby. Et là, je suis passé à Sotheby Corporate à Brentwood. Alors, avant, mon bureau était à Manhattan Beach, communauté qui est donc au sud de Los Angeles. Il y a une série de communautés, donc j'en parlais un peu plus tôt, Manhattan Beach, Hermosa, Redondo. C'est des Et, communautés. Comment? et Marco, je voulais préciser que je suis passé te voir la semaine dernière dans tes nouveaux bureaux et j'étais vraiment impressionné par la conference room, par les bureaux, par l'activité. Ça bouillonne, ça grouille. On sent vraiment que ça bouge. Ça bouge. Ça bouge. On est vraiment dans une industrie qui bouge. Et c'est sympa d'ailleurs que tu sois passé. Merci encore, Funky. Donc voilà, c'est un petit côté très, comment dit-on, les bords de mer sympa, accueillants. Voilà l'autre côté de la photo, ça c'est la petite rue principale de Manhattan Beach. On a l'impression d'être en vacances là-bas, c'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est les fameuses Walk Street, donc c'est-à-dire vous avez les petites rues piétonnières qui vont vers la mer. Manhattan Beach, il y a plusieurs quartiers, on appelle le Sand Section, c'est partout où vous voyez la mer. Ensuite, c'est le Hill Section, vous êtes en haut, et ensuite le Tree Section. Là, vous ne voyez plus la mer. Mais tout ça, c'est des quartiers très agréables. Ça, c'est une maison sympathique. Elle appartient à une Française. Elle était mariée avec un des cofondeurs de Yahoo. Voilà, et je crois qu'elle a gardé cette maison dans le divorce. Petite maison amusante à regarder, très architectural. Le fameux boardwalk, tout le monde font les... Et ça, c'est le matin, c'est la folie, Manhattan Beach, mais toute la ville va faire des exercices, bicyclette, à courir, à nager, à surfer. C'est vraiment fit city. Hein. Ouais. Alors, je parle de Manhattan Beach, justement, cette petite communauté, parce que j'avais pris des chiffres à l'époque précédant à la crise de 2008. Encore une fois, le prix méridien, donc de toutes maisons confondues, townhouse, condos et maisons, était de 1,6 million en 2000, juste avant 2008. Voilà. Et vous voyez, il y a eu la crise, c'est donc tombé de 20 à 30%, c'était un peu partout la même histoire, si c'est plus. Quelques années plus tard, ça a recommencé à remonter. Alors, fast forward, on arrive donc 2018, 10 ans plus tard,
on est à 2,3 millions, OK? Et là, la folie, tout grimpe. On est dans le Covid, tout grimpe. Et on est aujourd'hui dans les 3,2 millions. Donc voilà une appréciation, c'est vraiment l'Amérique. Et pourquoi cette appréciation? C'est très simple. Nous n'avons pas assez de produits. Nous avons plus d'acheteurs que de produits. Et pourquoi on n'a pas assez de produits? Parce que c'est des décades et des décades de mauvaise administration du gouvernement de Californie, des gouvernements ce qu'on appelle des villes, le city planning, qui rendent les choses tellement difficiles pour faire les constructions, les développements, ça prend des années. Je vous donne un exemple. À Venise, vous achetez une maison à Venise qui a besoin d'être complètement refaite. Il y a une organisation qui s'appelle le Coastal Commission. Ça régularise toutes les constructions, le bord de la mer jusqu'à 1 mile, genre 2 kilomètres dans les terres. OK? Ils ont un droit de dire. Ils vont faire attendre 1 an et demi pour vous donner l'autorisation de continuer et pour regarder seulement deux choses. L'ombre de votre maison telle qu'elle va être finie sur vos voisins et l'écoulement des eaux dans un pays où il pleut très peu. Voilà. Donc ça, c'est un côté administratif vraiment incroyable. J'ai des amis qui ont acheté une maison fabuleuse juste derrière moi, il y a plus de 2 ans et ils commencent juste les travaux maintenant. Donc, ça commence à changer tout ça. Mais avant que ce système, vraiment qu'on ait assez de produits pour que ce soit en balance, moi, je crois que je serais déjà mort. Hein. Je veux dire, ça va prendre du temps. Donc, il faut savoir ça. Donc, il y a toujours plus d'acheteurs que de vendeurs, ce qui fait que l'appréciation, c'est inévitable. Supply and demand. Voilà. Alors, on va quitter un peu maintenant Manhattan Beach. Ça, c'est pour vous faire rêver un petit peu des belles photos que j'ai prises. Ça, c'est le Santa Monica Pier. Et d'ailleurs, derrière le Santa Monica Pier, il y a, enfin, non, j'en parlerai un peu plus tard. Ça, c'est un secret. Le Boardwalk de Santa Monica. Et ça, c'est un immeuble qui est sur PCH, c'est une rue qui longe la côte. Alors, En j'ai pris les Californie. photos de cet immeuble pour deux raisons. D'abord, il est magnifique. Mais vous voyez le garage en haut? Eh bien voilà, c'est là où les voitures sont garées. Ils ont une meilleure vue que les gens dans l'immeuble. Et juste derrière cet immeuble, il y a le fameux Santa Monica Canyon, et où il y a les fameux steps. Tu sais, Francky, où tu montes et tu descends les marches. Tu les Ouais, as déjà absolument. fait? Ça, Ouais, ouais. On est à la super jonction de exercice. PCH et de California, là. C'est ça, voilà. C'est la fin de la 66 qui arrive sur le Santa Monica Pier. Alors ça, c'est assez iconique. C'est un architecte très connu à Los Angeles, Frank Gehry. C'est sa maison sur Daylight, qui est juste en haut, justement, Santa Monica Canyon, derrière cet immeuble. Et Frank Gehry, je le reprends encore à Venise, parce qu'à un moment, il y avait un mémorandum à Venise que tout immeuble commercial devait avoir une sorte de structure, voilà, visible. Alors, les fameuses binoculars, c'est un peu plus sur la gauche, il y a le ballerina, tu sais, le gars au-dessus du CVS. Ouais. Ben, c'est parti de cette époque. Et ça, c'est aujourd'hui, ça appartient à Google d'ailleurs. C'est là où ils ont leur bureau. Venise, Il y a, c'est ce il y qu'on a appelle Snapchat. Je crois qu'il y a Snapchat aussi qui a son siège à San Snapchat, tout le monde, c'est Yahoo, c'est le Silicon Beach, Francisco. non, Venise. Silicon Et Beach, Playa del merci. Rey. Playa del Rey surtout. Alors, très iconique, les palmiers, ils sont partout ici à Los Angeles. Ça, c'est pas les palmiers, ça a été dans les années 20. C'était pour attirer les touristes. Ils ont mis plein de palmiers, ils trouvaient que ça faisait un peu plus tropical. Mais donc, ce n'est pas les palmiers du coin. Nous, il y a des palmiers du coin, ça s'appelle les Royal Palm Trees, mais ils sont plus bas et énormes. Ils sont absolument magnifiques. C'est très drôle Ah, parce que à Beverly Hills, par exemple, quand on compare les rues, chaque rue a son type de palmier différent et au bout d'un certain complètement, moment, finalement, on identifie la rue par rapport au palmier, quoi. complètement. Donc, c'est assez sympa. Puis là, Venise, voilà, les canaux, les fameux canaux de Venise. À une époque, tout Venise, c'était les canaux. Malheureusement, Abbot Kinney qui avait développé les canaux de Venise quand il est mort, sa famille n'a pas réussi à garder ça et la ville a commencé à tout boucher pour pouvoir Dommage. construire et pour une seule raison, c'était pour avoir les impôts fonciers. Voilà. Difficile de faire des impôts fonciers sur de l'eau. Mais donc, il y a quand même quelques petits canaux qui ont été gardés. J'y étais avant-hier, non, dimanche, pardon. C'était le Venice Boat Parade pour Noël. Très sympa, juste là. Ça, ce sont les Walk Street. On avait les Walk Street de Manhattan Beach, c'est les Walk Street de Venise. C'est des tas de petites maisons. Celle-là, c'est une maison des années 1910-1917. Ça appartenait à des Français et qui sont entrés en France. J'aurais vendu. Et ce sont aussi un couple américains-français qui avaient acheté à l'époque. Et ça, c'est à 100 mètres de la plage. C'est juste derrière ces immeubles, grosso modo. Le fameux boardwalk de Venise, très agréable. Muscle Beach. Voilà, Muscle Beach qui est juste à côté, exactement. Et puis voilà, on arrive à la présentation. Ça, c'est une maison que j'ai le privilège de vendre en début d'année.
Je l'appelais mon baby Versailles parce que les chandeliers qui étaient dans la salle de bal de cette maison, eh ben, c'était fait par la même compagnie qui faisait les chandeliers de Versailles. C'est Ça y est. la société Lumière, je ne sais plus quoi, qui a 400 ans, 450 ans. Ça, c'est une maison que je suis en Pour train la de vendre en ce coquette moment. somme de 15 millions de dollars, Marc, hein, Non, précisons. celle-là, c'était 13 750. Oh oui, à ce prix-là, on compte plus, hein. C'était donc pas, c'était pas un produit facile à vendre parce que c'est un produit qui est très typique. Voilà, Exceptionnel. les goûts des gens ont changé aujourd'hui, c'est le modernisme, c'est ce qui prévaille. Mais voilà, on a quand même réussi à trouver un acheteur et qui l'a gardé tel quel. Marc, je voulais préciser, parce qu'on a cité le chiffre de 13 et quelques Oui. millions de dollars, que tu as des produits qui démarrent à des tarifs beaucoup plus accessibles. Complètement. Ça, c'est mon très haut de gamme. Mais j'en profite pour en parler parce que je suis dedans en ce moment. Mais oui, je fais de tout. On fait des locations, ça va de 2000 $ à ce que vous voulez. Et pareil dans les achats. Euh, Là, c'est une maison qui est à Brentwood. Je parle de cette maison parce que c'est une maison d'architecte. C'est un architecte commercial. C'était sa première maison résidentielle. Elle est vraiment unique. Et la cliente qui l'a rachetée aux premiers acheteurs, elle a installé une piscine. 500 000 $ la piscine. Un demi-million Waouh. de dollars. Alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial? D'abord, elle est très grande. Le jacuzzi fait partie de la piscine. Il y a le Je vois pas sound le system système. dedans. Oui, oui, le système, c'est ce que j'allais te dire. Je ne vois pas le système qui, en général, prend de la place, quoi. Eh bien, tout le système, tu vois là, il y a au-dessus de la piscine, c'est là où tu as l'équipement, il est enterré dans une énorme salle. Donc, il y a une sorte de Incroyable. bunker, tu vois, de salle, tout l'équipement est dedans. Ah non, la piscine est magnifique, mais 500 000 $ quand même, hein. Voilà. Bon, ça, elle est à vendre cette maison pour 12 millions de dollars. Vous pouvez m'appeler juste à la fin de ce webinaire. J'attends votre coup de fil. Ah, le Et téléphone voilà, sonne. on est arrivé à la fin. Alors, un des petits détails, donc j'ai quelques hobbies. Un de mes hobbies principaux pendant l'hiver, c'est faire la chasse aux mars, parce que c'est la nuit qu'on fait ça. Et là, c'est saisonnier de septembre à mars. Et, euh, et ce qui est très important, ce que je disais, c'est que donc l'immobilier ici, l'agent est une personne très importante. Donc, quand vous venez ici, trouvez-vous un agent avec qui vous allez faire confiance, parce que c'est un métier de confiance. C'est du speed dating, si vous voulez, hein. Moi, je vous suggère, rencontrez-en plusieurs. Celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise, ça va être votre agent. Il va vous présenter et écoutez-le bien. Donc, il y a un côté transactionnel, évidemment, dans ces rapports, mais il y a aussi un côté qui est très intense et très souvent, on reste copains. Moi, je veux dire, beaucoup de mes clients, ce sont mes potes et tout. Et à la fin de la transaction, si ça devient mes potes, eh ben, ils vont avoir un homard. Hmm. Hein, Francky? Et si on mange cachère, tu fais quoi? Champagne. Ah, la classique, champagne. Ok, super. Tu penses à tout, toi. Enfin, voilà. Merci encore de ce temps. J'espère que je n'ai pas trop parlé et je passe la main à Betty. Merci Marc. Je voulais préciser au passage qu'en 2024, nous allons avoir un rendez-vous régulier trimestriel avec notre ami Marc, auquel j'encourage vivement Betty à nous rejoindre. Euh, je précisais tout à l'heure, on a commencé avec Marc pour une raison très, très simple et logique et séquentielle. C'est que d'abord, on cherche le bien immobilier et ensuite, on se renseigne sur le financement, quoique on peut entamer en parallèle, au moment où on entame ces recherches en termes de biens immobiliers, tout le processus pour s'assurer de sa capacité d'endettement, des différentes options qui existent. Donc, c'est important maintenant qu'on aborde ce second volet de ce webinaire à 30 piles. C'est parfait. C'est la parité en termes, la parité temporelle. On va parler ensemble, Betty, des différentes possibilités d'emprunter pour acheter. Exactement. Eh ben, merci Francky, comme d'habitude. Tu nous fais toujours rire et tu as une énergie qui n'endort personne, donc c'est top. Et, Merci. et merci Marc, super présentation comme d'habitude. Donc voilà, une fois que vous avez trouvé votre maison de rêve avec Marc, c'est là où j'arrive, presque en même temps, quoi, ou même avant, pour essayer d'établir, comme Francky et Marc ont dit, de savoir combien vous pouvez emprunter. Donc, je vais parler de 3 différents types de clientèle. Donc d'abord, je vais parler de clients classiques, américains, enfin résidents américains qui sont là, ça fait plus que 2 ans, qui ont le temps de construire leur, credit score
Donc, pour ce genre de clients-là, on peut bien sûr vas-y, Francky? Oui, un Oui, mot oui. sur parce que beaucoup de personnes qui nous suivent, éventuellement en France et qui préparent une expatriation ou autre, ne sont pas familiers avec le concept de credit score. Si tu peux nous Mmh. dire en préambule juste quelques mots à ce sujet. Oui, bien sûr. Alors, le credit score, c'est quelque chose qui est super important ici aux États-Unis, mais vous pouvez le construire seulement une fois que vous avez votre numéro d'assurance sociale américain, c'est-à-dire que vous allez ou déménager aux États-Unis avec le visa, le visa qui est acceptable ici. Une fois que vous avez votre numéro d'assurance sociale, là, complètement l'opposé de la mentalité française, c'est que vous devez appliquer pour des crédits, que ce soit des cartes. En général, ce sont des cartes de crédit. Et là, vous appliquez en moyenne à 3, 4 cartes de crédit et que vous les utilisez tous les mois, même si vous mettez 10 $ dessus, vous les utilisez. Et ce qui est super important, c'est que vous repayez à temps. Il faut que vous les ayez pour que là, c'est comme ça que vous allez commencer à construire votre credit score, parce qu'ici, tout marche avec les credit scores. Mais avec nous, je reviendrai, ça serait pour la catégorie 3 de clientèle, donc je reviendrai à ça pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. Mais juste pour les clients qui sont résidents aux États-Unis, bien sûr, si vous êtes ici, ça fait super longtemps, donc vous avez déjà bien votre credit score, mais si vous venez d'arriver, je vous conseille vivement de le construire. Donc, pour le premier type de clientèle qui sont des clients résidents aux États-Unis ou des citoyens, donc pour, heu, pour ce genre de clientèle-là, c'est plutôt classique, on peut vous donner jusqu'à 80 du prix d'achat en tant que financement. Si vous achetez une maison, principale, si vous achetez une maison secondaire, dans un autre état ou juste assez loin, donc on peut vous donner jusqu'à 75. Et si vous achetez une propriété d'investissement locatif, on peut vous donner jusqu'à 70. Bien sûr, tout ça, c'est qu'il faut pour qualifier un client pour un financement, vous devez être qualifié sur 3 choses, qui est donc votre revenu brut personnel, votre credit score et vos actifs. Donc, il faudrait qu'on voit que vous avez les sous pour le 20, les closing costs, les reserves si on en a besoin, tout ça. Et on fait une analyse, bien sûr, on se parle d'abord. Si on voit que les numbers marchent, là, je vous conseille d'appliquer pour un pre-approval qui coûte rien. Et une fois que vous appliquez, on se parle. 24 heures après, je vous donne votre pre-approval et il est valide pendant 4 mois. Tout, tout agent immobilier, marque ou celui que vous choisirez, ils ont toujours besoin d'un pre-approval avant de pouvoir émettre votre offre. Et surtout, il faut que vous sachiez, vous, combien vous pouvez emprunter. Donc, comme ça, vous connaissez votre fourchette de combien vous voulez acheter. Hem, Comment ça se passe ici pour le mortgage, le crédit? C'est que le crédit, il est toujours au nom personnel. Le titre de la propriété est au nom personnel, mais si vous voulez le mettre sur une, US LLC ou sur une corporation US, on offre aussi ce service. Une question juste par rapport, à l'appellation, SCI, Société civile Ah, immobilière, en France. Et il y a l'équivalent aux États-Unis? c'est ça, c'est une LLC ou une corporation et il faut qu'elle soit, US, juste attitrée à cette propriété, particulièrement. Donc, c'est ça aussi quelque chose qui est important, c'est que si vous aux États-Unis, pas toutes les banques prêtent dans tous les buildings. C'est-à-dire si vous achetez une maison indépendante, il y a pas de problème, bien sûr, on envoie un appraiser. Mais si vous achetez dans un building, un condo ou un coop, il faut toujours s'assurer avec la banque qu'on prête dans ce building-là. Et bien sûr, c'est pour votre protection parce qu'on review le building, on s'assure qu'il n'y a pas de lawsuit, que tout le monde paye leur, HOA, leurs common charges. Donc, au cas où vous achetez dans un building, bien sûr, vérifiez avec moi qu'il est approuvé. Hem, Maintenant, on va parler de clients qui sont plutôt nouveaux aux États-Unis. Ça veut dire, très souvent, il y a des clients qui vont se faire transférer aux États-Unis par leur boîte, qui décident de déménager ici. Hem, donc même avant qu'ils déménagent ici, on peut donc ils n'ont pas eu le temps de build leur credit score qui est super important.
vous n'avez pas le 2 ans de crédit ici aux États-Unis que toutes les banques demandent. Si vous allez dans n'importe quelle banque et que vous leur demandez d'avoir un crédit, si vous n'avez pas 2 ans d'historique ici aux États-Unis, c'est super compliqué. Nous, il n'y a pas de problème. Vous pouvez, dès que vous arrivez ici, on peut travailler sur votre crédit de votre pays avant de vous faire transférer ici, dépendamment de votre visa et de votre lettre d'emploi et tout ça, on peut aussi travailler dessus. Et donc, cette maison sera une maison principale pour vous, vu que vous allez déménager ici très bientôt, quoi. Et on peut quand même vous donner le 80% de financement. Betty, pour bien comprendre, donc on peut Mhm. éviter ces 2 années d'historique, si j'ai bien compris? Exactement. Avec nous, on peut parce qu'on a une façon de vérifier tout ce qu'on a à vérifier. Le 2 ans d'historique, que ce soit que vous êtes ici, ça fait juste 1 mois, on va prendre l'historique du pays d'où vous venez, on sait D'accord. comment le faire, que ce soit au niveau crédit, que ce soit au niveau revenu, on a cette façon de faire, donc c'est super. Vous n'avez pas besoin de louer pendant 2 ans, vous pouvez acheter directement. Et bien sûr, c'est toujours le même principe. Il faut toujours que vous soyez qualifié sur ces 3 choses importantes, qui est toujours le revenu brut personnel, le crédit, même si vous n'avez pas de crédit, mais le crédit de votre pays, on arrive à l'avoir et vos actifs. Donc ça, ce sont pour les clients qui vont déménager ou qui viennent juste de déménager et qui sont pas encore là, ça fait 2 ans. Pour Maintenant cela, une dernière petite interruption. Je voulais oui. savoir, tu es familière avec la possibilité d'hypothéquer un bien à l'étranger pour un achat aux États-Unis aussi? Ou c'est Non, compliqué? alors non, c'est pas possible. Donc, c'est l'inverse. Ça veut D'accord. dire le client peut être presque n'importe où dans le monde, presque, parce qu'il y a des pays avec qui on ne travaille pas, mais la Ouais. propriété doit toujours être aux États-Unis, mais pas l'inverse. Et l'hypothèque, je parlais de l'hypothèque, moi précisément. Est-ce que si on a un bien en France, on a la possibilité d'hypothéquer ce bien en France pour accéder à la propriété aux US? Non, parce que le bien, il doit toujours être aux États-Unis, pas l'inverse. D'accord. Ah, le bien qu'on hypothèque également. D'accord. OK. Exactement, OK. exact. Très bonne question, mais ouais, c'est comme ça que ça marche. Et voilà, donc ça, c'est pour ça. Maintenant, on a tout à fait une autre catégorie de clientèle que aussi, on est, je crois, une des seules banques qui travaillons avec ce genre de clients parce que nous sommes une banque internationale. Donc, ce sont pour les clients qui habitent et travaillent à l'extérieur des États-Unis. Bien sûr, chaque pays a ses cross-boarding guidelines, ça veut dire a ses lois précises. Mais en général, si un client habite et travaille à l'extérieur des États-Unis, ils n'ont rien aux États-Unis, ni numéro d'assurance sociale américain, ni tax return, les revenus, tax return, comment on dit? Déclaration Déclaration d'imposition. d'impôt. Voilà, déclaration d'imposition aux États-Unis, ils n'ont rien. Ici aux États-Unis, on peut quand même leur offrir un mortgage/crédit. Donc, pour ce genre de clients-là, ce qu'ils vont acheter aux États-Unis, en général, c'est toujours un pied-à-terre, second home, et on peut leur donner jusqu'à 70% du prix d'achat. Et s'ils achètent en propriété locative, on peut aller jusqu'à 60% du prix d'achat. Bien sûr, encore une fois, toujours la même chose, il faut toujours être qualifié sur les 3 principes importants. Et on a une façon de vérifier le revenu qui est à l'extérieur des États-Unis. On ne prend pas les retours d'imposition de d'autres pays, mais on a d'autres façons de le faire, dépendamment si vous êtes travailleur indépendant, vous travaillez pour une boîte. Donc, chaque client c'est particulier. Donc, je propose toujours, comme c'est très individuel, je propose toujours de me contacter directement juste pour avoir une conversation, pour expliquer. Francky va partager nos contacts à la fin. Et voilà, donc c'est toujours possible. Les clients, ils pensent toujours que s'ils n'ont pas cette résidence ici aux États-Unis, qu'ils ont l'impression qu'il faut qu'ils payent cash, mais pas du tout. Donc, on peut vous donner soit 70%, 60%, soit vous pouvez acheter plus cher, vous pouvez acheter plusieurs propriétés. Donc, on a cette possibilité-là. Voilà, donc aussi le même principe, le crédit est toujours sur le nom personnel du client et le titre de la propriété peut être mis sur le client, le nom du client personnel ou sur une US LLC, US Corporation. Maintenant, ça fait à peu près 1 an que je couvre aussi private banking à HSBC. Donc, c'est
montant de crédit, 10 millions, 12 millions, whatever, ce que vous voulez. Juste pour le private banking, on peut mettre le crédit sur une US LLC ou US Corporation, qui est différent. Ça arrange beaucoup de clients haut de gamme. Et voilà, c'est toujours à peu près le même principe. Mais évidemment, avec moi, c'est comme plus simple de se parler one-on-one, savoir. Pour faire Betty, les j'ai une question pour toi. Oui. Peux-tu parler sur les taux d'intérêt? Donc, les gens sont toujours inquiets, j'en ai parlé un petit peu, mais explique-nous comment tu peux obtenir des meilleurs taux quand les clients ont des relations avec la banque. C'est ça. Comment Alors, ça se passe? ouais. Donc, bien sûr, la meilleure façon d'avoir les meilleurs taux, c'est de devenir client à HSBC. D'ailleurs, la plupart de ce genre de loans, surtout pour la catégorie 2 et 3, il faut que vous soyez client à HSBC. Et nous, on ouvre maintenant des comptes clients premiers, c'est-à-dire avec un minimum de 75 000 $ dans le compte que vous ne pouvez pas utiliser pour l'achat de la maison. Ce n'est pas un argent qui est gelé, ça veut dire c'est juste dans un compte de banque savings, checking, ou comme vous voulez l'investir. Et là, vous avez des meilleurs taux. On a aussi beaucoup de corporate partners où ça veut dire dépendamment pour qui vous travaillez, comme les grosses boîtes, Google, Pfizer, Facebook, tout ça, et bien sûr, plein d'autres. On a peut-être 1400 corporate partners, que si vous travaillez pour ces boîtes-là, aussi, on vous donne un meilleur taux. Donc, il y a vraiment des façons pour avoir des meilleurs taux. Et c'est pour ça que je dis qu'à chaque fois que je parle à un client, je fais le tour de tout ça pour être sûr que vous ayez le meilleur. Qu'est-ce que vous pouvez vous permettre si vous avez 75 000, la prochaine braquette, c'est 250 000 et ça va plus et plus haut. Dans quelle boîte vous travaillez? Tout ce genre de choses-là. On vous donne un crédit de 1 000 $ sur les closing costs. Il y a plein de choses et c'est pour ça que c'est toujours beneficial d'avoir une conversation one-on-one parce que chaque profil est très différent. Mais évidemment, on s'assure de vous donner le mieux. Quel est le ratio en général, Betty, endettement-revenu aux États-Unis? Alors, si c'est un client qui est résident des États-Unis ou citoyen, donc toutes les banques en général, le ratio d'endettement est à peu près de 43%. Nous, à HSBC, notre guideline, c'est 50%. Et pour the right client, on peut demander une exception et pousser jusqu'à 55%, qui est énorme. Ouais, Et on travaille avec le revenu brut, pas net. d'accord. Maintenant, pour les clients internationaux, ça, c'est maximum de 45%. Ce qui est Pour déjà private, élevé, qui est déjà élevé parce que de ce que je comprends, un tiers, en France et tout, c'est comme 33%. Donc nous, absolument. on va plus haut. Et évidemment, une autre catégorie, c'est aussi dans le private banking, on peut aller plus haut, on peut demander des exceptions et tout ça. Donc, again, ça dépend du type, du profil du client. Quelques questions et comme on est au mois de décembre, je vais faire preuve un peu de fantaisie, les amis. On rentre dans une période festive, donc j'ai décidé d'anonymiser les questions et d'inventer comme ça des noms, si vous êtes d'accord. Question pour Marc, question pour un champion, une question de Claude François. Marc, quelles sont les tendances actuelles du marché immobilier à Los Angeles? Tu en as parlé un petit peu, mais comment ont-elles évolué au cours des derniers mois? Ah, c'est une question très technique, là. Alors, je vais demander à Geneviève de répondre à cette question. C'est OK? On sent que c'est les fêtes, hein. Ouais, c'est les fêtes, effectivement. Écoute, comme je le disais un peu plus tôt, on est un marché qui s'est rétréci au niveau des vendeurs, puisque les gens qui en temps normaux, qui ont un enfant en plus, ils ont besoin donc de s'agrandir, ou les enfants sont quittés la maison, ils peuvent maintenant diminuer leur footprint. Bah, ces gens-là ne bougent pas à cause des taux d'intérêt, tu vois. Donc, c'est un marché mais qui est toujours très compétitif. Pas assez de produits, plus d'acheteurs. Donc, le produit qui est entre jusqu'à 5 millions de dollars a beaucoup d'activités, enfin, a beaucoup de compétition. Au-dessus de 5 millions, on commence à rentrer dans le luxe, c'est un petit peu différent. Donc, ça, on est surtout au-dessus de 10 millions, ça a baissé de 50%. Il y a aussi une autre raison. On a une nouvelle taxe à Los Angeles, ça s'appelle ULLO. C'est une taxe, on appelle le Mansion Tax. La ville a décidé l'année dernière, à voter d'ailleurs,
avec une toute petite majorité. Et les propriétés au-dessus de 10 millions de dollars, j'ai oublié les chiffres, je crois que c'est du 4,5, ensuite ça passe, et au-dessus de 15 millions, c'est 5,5%. Et c'est le vendeur qui doit payer ça. Donc, la fameuse propriété dont je vous ai montré tout à l'heure, là, le château de Versailles, on l'a vendu juste avant que ça prenne mieux. Donc, le vendeur était vraiment ravi. Et donc, ça a beaucoup freiné. Beaucoup de gens ne mettent plus les propriétés, les prix ont changé. Donc, ça, c'est différent. Mais encore une fois, jusqu'à 5 millions, relativement actif. Question pour Betty, question d'Enrico Macias. Quels sont tous les frais associés au prêt, y compris les frais de clôture, les frais de dossier ou tout autre frais cachés? OK. Alors, pour les frais, donc moi, je suis super habituée à New York, c'est à peu près entre 5 et 6% du mortgage, du crédit. Marc, combien sont à peu près les closing costs, à Los Angeles? Je sais que c'est moins. C'est comme Alors, 2% peut-être? les Près de quoi? closing costs entre l'escroc, le title, etc., tu es dans les, disons, sur 1 million de dollars, tu vas être dans les 25-30 000 dollars de closing costs C'est par ça. partie, entre l'acheteur et le vendeur. OK? Et ça fait partie de tes costs, que la banque aussi a beaucoup de costs. Hein? Mmh. Exactement, c'est ça. Bon, en général, la banque, c'est quoi? Ça va être dans les 10-15 000 sur 1 million? Exactement. Ouais. Je voulais ajouter quelque chose que j'ai oublié de mentionner. Il y a beaucoup de gens qui achètent cash la propriété. Il y a pas de problème, des fois, enfin, je pense que c'est même mieux à négocier, enfin, Marc peut le dire. Mais celui qui achète cash ou qui a acheté cash déjà et vous avez déjà des appartements ou des maisons, on peut toujours faire ce qu'on appelle un cash out. Ça veut dire qu'on sort de l'argent de votre propriété, que ce soit en termes de mortgage ou maintenant on offre aussi en termes de home equity, line of credit. Euh, donc, ça aussi, c'est un truc que je voulais mentionner. Marc, une question. Comment évalue-t-on le prix d'un bien, en fait? Est-ce qu'on utilise des analyses de marché comparatives ou il y a d'autres méthodes? Exactement. Il y a Parle-nous un peu actuellement, de l'appraisal. il y a deux méthodes. Il y a notre méthode à nous, donc agent immobilier. Nous, on a tous les outils du monde pour mettre un prix sur une maison. Et c'est toujours les bases, c'est, comme tu l'as dit, CMA, Comparative Market Analysis. Donc, il suffit de regarder les produits identiques dans le quartier et on arrive au prix. Maintenant, si ça doit être pour des documents officiels, les banques, eux, engagent des appraiseurs qui sont quel est le mot, enfin, qui sont officiels. Et, Ouais. et donc, ça, c'est ce que les banques utilisent. S'il y a un divorce pour faire l'appréciation d'un bien, c'est encore ces gens-là qu'on utilise. Voilà. Nous, on arrive, pour ainsi dire, au même résultat, mais ce n'est pas officiel. Mhm. Et en termes de négociation, en général, c'est au cas par cas, mais c'est quoi les stratégies de négo qu'on recommande en général pour obtenir le meilleur prix dans le contexte actuel du marché? Écoute, Francky, c'est une question aux 20 000 réponses, puisque chaque Ouais. produit est différent, chaque situation est différente. Si tu arrives tout seul dans une offre, tu peux faire ce que tu veux. Si tu as quelqu'un d'autre, eh bien, mener la compétition. Et les offres, c'est pas seulement l'argent, c'est la manière dont l'offre est présentée. Il y a une duration de contrat. Il y a des clauses qu'on appelle ici, les acheteurs sont protégés par ce qu'on appelle des contingences, contingencies. Je sais pas si c'est le mot Mhm. en français. Et ces contingences vous protègent. C'est-à-dire que vous avez 2 semaines pour regarder la propriété une fois que vous êtes en contrat. Si quelque chose ne vous plaît pas, vous annulez. C'est vous qui contrôlez ça. OK? Ensuite, il y a les contingences de la banque. Il y a l'appréciation de la maison, de 1, qui est faite donc par un professionnel, qui doit être au prix où on est en contrat, ou autrement, il va y avoir des ajustements. Et deuxièmement, la clôture de la loan que la banque va vous faire. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mhm. Et Mais parfois, je prends pour un être exemple. Attends, je Oui, finis. t'en Parfois, prie. par exemple, si c'est très compétitif, parfois les gens font des offres sans contingence. Mhm. D'accord? Alors, sans filet. Donc, et comme ça, donc le vendeur sait, OK, il ne va pas avoir de problème. Ces gens sont sérieux. Ils ne vont pas changer d'avis. Ils ne vont pas me faire une deuxième négociation. J'en parlais un peu plus tôt en milieu de parcours. Donc, voilà, les offres, encore une fois, il y a beaucoup d'éléments. Là, je parle des trucs principaux. Et il y a encore plein Mhm. d'autres trucs qui rentrent en cours dans une offre. Au cas par cas, donc le plus souvent. Voilà, exactement, par capin. Une question pour toi, Betty. Quand on rembourse, je crois qu'on appelle ça en français remboursement anticipé.
Est-ce qu'il y a différentes options de remboursement disponibles aux États-Unis en règle générale? Et quand on fait un remboursement anticipé, est-ce que d'une part c'est possible? Est-ce qu'il y a des pénalités associées à ça? Alors c'est un très bon point parce que tous nos produits n'ont pas de prepayment penalty, des, Oui, oui, pénalités pénalités pour paiement anticipé en fait. anticipées, exactement. On n'en a pas. Vous pouvez les repayer, vous gagnez à la loterie, vous voulez repayer votre mortgage, il n'y a pas de problème, entièrement, complètement. Hem, Ça, c'est une façon de faire. Aussi, vous avez une autre façon de faire si vous voulez tous les mois ou quand vous recevez votre bonus une fois par année, comme vous voulez. Vous pouvez mettre des montants directement sur le capital. Donc, vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez. Ça ne coûte rien et ce que ça fait, c'est que ça réduit les années d'amortissement. Alors, par exemple, si Mmh. vous avez pris un 30 ans et vous mettez toujours des sous towards le capital, donc vous allez les réduire, je sais pas, à 27 ans, 26 ans, dépendamment de combien vous faites. Et il y a aussi, une autre façon de faire, c'est que si, par exemple, vous avez reçu un gros bonus, je sais pas moi, 200 000 $ et que vous voulez le remettre sur le capital et vous voulez qu'on réajuste les montants de les mortgage payments, donc ça s'appelle un loan curtailment. Vous pouvez aussi faire ça. Il y a un petit frais pour ça. Je ne sais pas exactement maintenant, c'est à peut-être 500 $ et ils refont les papiers pour vous. Et là, vous allez garder la même amortisation, les mêmes nombre d'années, mais vous allez réduire vos montants de paiement de mortgage tous les mois. Donc, vous avez différentes façons de faire. C'est très flexible. Et Marc? Alors, tu as Betty, dit excuse-moi une 26-27 question. ans. Est-ce que Oui. HSBC fait ce qu'on appelle le rate buy down? Tu sais, pour faire baisser les rates au début de ton contrat. Oui, tu peux acheter des points il y a et tu achètes des points et tu as un meilleur taux. Mhm. Comment ça se passe? Et ça veut dire, simplement, par exemple, le client, il me dit: «OK, bon», par exemple, le taux est à, je dis comme ça, hein, 6,5. Il me dit: «Non, je vais arriver à 6,25». Alors je dis: «OK, pour un quart de point, il faut que tu payes, 1 dépendamment de ce que c'est». C'est pas vraiment maintenant, c'est pas toujours avantageux, hem, parce que c'est assez cher de buy down, mais comme vous pouvez toujours refinance quand les taux redescendent, alors les gens préfèrent faire ça. Ils préfèrent, parce que tout le monde dit: Refinancer. «Ouais, finalement les taux vont rebaisser, donc je vais acheter maintenant et je vais refinancer», quand ça vaut la peine de refinancer. Et vous pouvez refinancer autant de fois que vous voulez, quoi, en autant que ça fasse du sens. Hmm. Tu as dit tout à l'heure 26, 27, réduire à 26, 27 ans. Ça peut surprendre les Français. Alors, je ne sais pas, moi, ça fait longtemps que j'ai quitté la France, mais à l'époque, on parlait beaucoup de prêts immobiliers de 15 ou 20 ans, alors qu'aux États-Unis, on parle très naturellement de prêts de 30 ans. C'est ça. Et l'âge n'a pas d'importance. J'ai un client qui m'a appelé, il avait 92 ans, il a pris un 30 ans. Je lui dis: «OK, good for you». On a une question de Sophie qui vient d'arriver à l'instant. En termes de transmission, en cas de décès, quelles sont les choses à faire? Faut-il un trust, un will, un testament? Alors, alors vraiment pour ça, la meilleure personne à qui parler, c'est un avocat parce que je ne voudrais pas vous donner les mauvais conseils, mais ce serait avec un avocat, à moins que Oui, Marc. enfin, je peux quand même vous donner un truc. S'il n'y a pas de testament dans une transaction, automatiquement, ça passe en probate. Et probate, ça veut dire c'est l'État qui prend les choses en main et qui s'occupe de la vente et qui va eux-mêmes engager un agent immobilier. Je vous donne un exemple. Je viens d'acheter une maison il y a 6 mois de cette manière. C'était en probate. Et l'agent immobilier qui représentait donc le probate, c'est tout ce qu'elle fait. Donc, ses clients sont tous des avocats et il n'y a pas d'émotion, c'est beaucoup plus simple. Mais voilà, donc si vous êtes l'enfant, ben, vous êtes sur le côté. Tant que le processus est fait, vous ne pouvez rien faire. C'est l'État qui s'occupe de tout jusqu'à la fin et qui vous donnera votre chèque s'il y a un chèque. Marc, Donc, est-ce il qu'il y faut. a des réglementations ou des restrictions locales qui sont spécifiques à Los Angeles dont un potentiel acheteur devrait être conscient avant d'acheter? Non, pas vraiment. Chaque communauté a leur petit truc, mais pas assez pour en faire une conversation. Si ce n'est Ok. qu'un peu plus tôt, Betty parlait
tu as mis un point où je pourrais élaborer. Tous les produits étant différents, les banques ne peuvent pas prêter de la même manière. Par exemple, il y a un immeuble à Marina del Rey qui a été conçu par Howard Hughes. OK, il s'appelle les Marina Tower. Marina City Club, pardon. Eh bien, ce sont sur des land-lease. OK? 99 years, de 99 ans. Ben, les banques, ils n'aiment pas prêter pour ça. Donc, il faut arriver avec beaucoup de cash. Ou alors, on a ce qu'on appelle ici les coops. Les coops, c'est un système qui marche à New York très fort, mais pas du tout en Californie. Les banques n'aiment pas. Donc, vous êtes obligé d'amener avec un énorme apport de cash pour qu'une banque vous considère. Voilà. Donc, si tu veux ça, c'est plutôt au niveau du produit, pas au niveau communauté. Tu vois? D'accord. On a parlé des coûts cachés, éventuellement de hidden cost pour un prêt. Quels sont les coûts cachés ou supplémentaires à prévoir lors de l'achat d'une propriété à Los Angeles? Si tu peux nous dire un mot sur les taxes foncières, sur les HAO, les assurances. C'est pour Betty ou moi? Je vous laisse Vas-y, Marc. choisir. Bon, ben, oui, quand vous achetez ce qu'on appelle un appartement, un condo, un townhouse, eh bien, comme communauté en commun, vous allez avoir les Homeowner Association Fees. OK? Donc, c'est toujours, il faut prendre ça en considération, parce qu'il y a en général, sur des petits immeubles, ça va être du 300-400 $ par mois, mais sur des trucs un peu plus sophistiqués, si vous avez un concierge, une piscine, etc., ça peut monter jusqu'à plusieurs milliers de dollars. Les banques prennent ça en considération, parce que l'achat peut être très modeste, mais les coûts d'entretien, il faut que la personne puisse les tenir. Donc, c'est très important. Quelle était la deuxième partie de ta question? Non, j'ai parlé de HAO, j'ai parlé de d'autres frais qui pourraient être cachés. Est-ce que Alors, parfois, les taxes foncières? Oui. voilà, les frais cachés. Bon, ben, les taxes foncières, c'est 1,1% de la valeur de la propriété. Et ce sont des taxes qui sont protégées par une proposition qui s'appelle la proposition 13, qui a été passée dans les années 70, qui justement protège, pour éviter que les gens aient toujours les moyens de payer leurs taxes, ça reste toujours au même ratio. Donc, sur ces 1,1, ça monte par an de 1 à 2%. Voilà, et c'est réactualisé au moment d'une transaction. Il y a des gens qui vivent dans des maisons aujourd'hui de je ne sais pas, 5 millions de dollars, qui payent quelques milliers de dollars de taxes foncières parce qu'ils ont acheté la maison pour 50 000 $. Un petit peu D'accord? la loi 1948 américaine. Voilà, exactement. Donc ça, c'est intéressant. Mais dès que ça change de partie, 5 millions, donc ça fait du 55 000 $ par an. Voilà. Absolument. Les autres trucs cachés, pour revenir un peu suivant les communautés, parfois il y a des communautés qui ont des frais publics. Par exemple, on sait qu'ils vont refaire une route, qu'ils vont refaire les égouts, et là, tout le monde doit y participer. Il y a des petites taxes locales. OK, donc ça, c'est toujours déclaré quand on fait nos recherches. OK? Quand on fait nos recherches sur les propriétés, on est au courant de tout ça. C'est jamais caché. Hmm. Un mot avant de nous quitter, Betty, on a parlé de taux, sans citer les montants, taux fixe versus taux variable. Alors, bien sûr, les taux fixes sont plus élevés que les taux variables. Alors, il y a par exemple le 30 ans fixe, c'est-à-dire pendant 30 ans, le taux est le même, peu importe ce qui se passe dans le marché, vous avez ça pendant 30 ans. Again, il n'y a pas de prepayment penalties. Et sinon, vous avez les taux variables qui s'appellent les ARM. Alors, vous avez soit s'appelle le 5-6 ARM ou 7-6 ARM ou 10-6 ARM. Alors, c'est-à-dire, par exemple, le 10-6 ARM, pendant 10 ans, le taux est fixe. C'est toujours sur une amortisation de 30 ans. Et après les 10 premières années, le taux fluctue tous les 6 mois. Là aussi, il n'y a pas de prepayment penalty. Donc, le 10 ans, le 10-6 ARM, il est plus bas que le 30 ans fixe. Alors, Et alors, qu'est-ce moi, que tu veux renégocier ou partir sur la seconde alors, option? ça dépend, ça veut dire, again, ça dépend beaucoup, c'est cas par cas. Ça veut dire si le client il dit ah non, moi c'est ma maison de rêve, je vais rester là-bas pendant 30 ans, c'est tout, c'est pas ma maison. Il y a beaucoup de gens qui achètent un petit appartement pour commencer, ils savent que dans 4-5 ans ils vont déménager. Donc si le client il dit non, moi c'est ça, c'est ma dernière maison, je vais rester là, donc je préfère prendre le 30 ans fixe et pas avoir à réfléchir. Mais pour les clients qui achètent un starter appartement, un appartement juste qui commence, ils savent que dans 4-5 ans, ils vont faire quelque chose avec, ils vont le vendre, le repayer. Donc, définitivement, c'est mieux de prendre un ARM pour avoir le taux le plus bas. Et Et de justement toutes les… sur ça, Marc, Marc, tu nous dises Oui. le mot de conclusion. Il y a un mental qui est très différent de France. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais en France, on a l'impression qu'on achète un bien on va y vivre toute sa vie.
Oui, souvent, où on se dit on va peut-être oui. déménager une fois, alors que ce n'est pas du tout dans le mental américain. Il y a une grande mobilité déjà professionnelle, ce qui fait que l'état d'esprit est un peu différent, non? C'est l'Amérique, c'est toujours le Far West, voilà, c'est toujours, les gens qui viennent ici ils savent qu'ils peuvent tout faire. Voilà, le monde t'appartient, tu peux faire ton rêve. Ce que je n'ai jamais eu cette expérience en France. Je trouve que les gens qui réussissent en France, c'est des gens qui sont, comment dit-on, il faut vraiment un factor chance énorme. Alors qu'ici, n'importe qui peut réussir si on monte les marches. Ça répond à ta question, ça? Oui, ça répond et c'est bien qu'on termine sur le rêve américain comme ça. Moi, j'ai toujours dit que le rêve Voilà. américain, il existe jusqu'au jour où tu te réveilles. Voilà. Et je veux te dire, tu sais, quand je suis arrivé ici, Francky, mon premier boulot, c'était délivrer des ballons. Ok. Ouais, Tu vois, magnifique. tu commences de rien, tu fais ta vie. Exactement. The Voilà. American Dream. J'aimerais qu'on American. partage. Alors, Marc, il est un peu mieux organisé, Betty, parce que lui, il a une slide avec son QR code, avec le lien pour télécharger son guide de l'acheteur qui est extrêmement bien fait. Mais rassurez-vous, il y aura très prochainement, très rapidement, un article publié sur French Morning avec le replay de ce webinaire pour réécouter les passages sur lesquels vous vouliez avoir plus de précision. Et puis, avec bien entendu les coordonnées de Marc et Betty qui s'afficheront. Tu veux mettre ta slide, Marc? Pourquoi pas? Alors, est-ce que je peux refaire ça à nouveau? Une petite On va seconde. Une t'accorder. petite Et je seconde. profite de ce temps de recherche pour vous remercier et pour vous C'est souhaiter, marrant. puisque c'est le dernier webinaire ensemble en 2023, voilà, le link pour le guide de l'acheteur et également pour le website. Le prochain webinaire, Betty, je veux une photo de toi avec un cadeau, peut-être pas une langouste, peut-être un couscous boulette et le QR code pour accéder à ton Moi, je site vais, internet. moi, je vais faire le couscous boulette cachère et lui, il va faire le homard. Ben Donc, voilà. Et dépendamment, lui, la on a pour langouste. Le tout. homard grillé à l'américaine, exactement. Hein? Magnifique. Merci à vous deux. C'est toujours un plaisir. À vous trois, j'ai envie de dire. C'est Geneviève le nom de C'est ta chienne, non? Geneviève, exactement. Elle est un peu Geneviève. anxieuse, c'est pour ça que je regarde sur les genoux. Et c'est très drôle que tu aies choisi ce prénom parce que c'est un standard de la musique californienne. La chanson Geneviève, elle est C'est ma exceptionnelle. fille qui l'a nommée, c'est ma fille, c'est pas moi. Elle a Magnifique. tout Merci à créé. vous deux. À vous trois. À très bientôt. Voilà. Allez, au revoir, Merci. Francky. Reste Merci. Salut, tranquille. Bye Betty. Marc. Au Merci, revoir. Ciao, bonne ciao. Bonnes chance. vacances. Merci aussi.